Donc, si vous le voulez bien, on va pouvoir débuter très, très tranquillement pendant que tout le monde finit de se connecter. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du RISIC du 29 mai 2024. Mon nom est Marc-André Marie-Calotte et je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Mme Céline Gélina qui est directrice scientifique pour le RISIC. Je vais vous présenter notre conférencière dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler que comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran afin de poser vos questions à notre conférencière et ce, tout au long de l'activité. Il va y avoir une période d'échange à la fin de l'activité et où je pourrai transmettre vos questions à notre conférencière. Donc, sans plus attendre, notre webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Regard critique sur l'audit-feedback comme stratégie d'amélioration en santé » et il nous est présenté par Mme Émilie Dufour. Donc, Mme Dufour complète actuellement un post-doctorat à l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse dans le département de médecine de famille où elle effectue des travaux de recherche sur le travail d'équipe et la globalité des soins en première ligne. Elle a complété en 2022 un doctorat en sciences infirmières à l'Université de Montréal et se joindra à la Faculté des sciences infirmières à titre de professeure adjointe en juin 2024, donc tout bientôt. Sa programmation de recherche s'articule autour des changements de pratique des équipes de soins en première ligne dans l'optique d'assurer une prestation de soins qui permette de répondre aux besoins des différentes populations. Elle est également impliquée comme co-chercheur dans différents projets pan-canadiens et interdisciplinaires en première ligne. Merci beaucoup, Mme Dufour, d'être avec nous. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup de l'invitation aussi. Donc, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'audit feedback. Donc, je vais commencer avec le plan du webinaire. Donc, aujourd'hui, on va commencer par situer l'audit feedback parmi les approches d'implantation. Donc, il va être vraiment question d'implantation. On va spécifier dans quel contexte, puis on va introduire l'audit feedback. On va présenter ensuite, je vais présenter le cycle d'audit feedback. Donc, on va décortiquer un peu c'est quoi les principales composantes et comment on peut les ajuster en fonction des professionnels qui participent à l'audit feedback puis des différents contextes de travail. Puis, on va aborder aussi les enjeux d'utiliser l'audit feedback auprès des professionnels de la santé, incluant les infirmières, parce qu'il y a plusieurs enjeux qui sont associés à l'audit feedback. Donc, je commence par faire une mise en contexte sur l'implantation. Donc, l'implantation qui est un domaine assez large, qui évoque différentes notions, généralement, quand on parle de ça. Dans ce webinaire-là, il va vraiment être question de l'implantation qui vise, en fait, les changements de pratiques professionnelles qui sont basés sur des données probantes. Donc, on va parler de soutenir des changements professionnels par l'implantation dans l'optique d'assurer des soins performants. Donc, il va y avoir différentes dimensions à laquelle on peut s'intéresser pour des soins performants. Donc, en général, on veut des soins efficaces, sécuritaires, efficients, qui sont accessibles et centrés sur les besoins du patient. On sait qu'il y a des variations dans la façon dont les soins sont dispensés. Puis donc, c'est important d'avoir des approches d'implantation pour intégrer des changements dans la pratique et améliorer les soins de façon continue. Donc, c'est un peu l'idée des stratégies d'implantation dans le système de santé. Donc, je vais introduire l'audit feedback en abordant plus largement quelques stratégies d'implantation qui sont utilisées pour soutenir les changements de pratique. Donc, il y a différentes façons de les catégoriser. Ici, j'utilise l'approche de 2 auteurs en particulier qui proposent une catégorisation en 7 approches. Donc, juste après, pour situer l'audit feedback, ça aide un peu d'en voir quelques-unes différentes. Donc, on parle vraiment d'approches qui visent à soutenir les changements de pratique. Donc, on peut avoir une approche qui est dite de marketing. Ici, on va utiliser en fait des messages attrayants pour les professionnels, de cibler des populations aussi. Des exemples de stratégies qui sont du marketing, ça va être par exemple d'utiliser des messages clés à un public cible, utiliser des canaux de diffusion variés pour faire passer des messages. On peut avoir aussi l'approche cognitive. Donc, l'approche cognitive, on va vraiment vouloir faire des changements de pratique basés sur une prise de décision qui va être rationnelle. Donc, si on connaît ça, souvent, là, on entend parler des revues systématiques, des guides de pratique, des outils d'aide à la décision. Ça, ce sont tous des stratégies qui entrent principalement dans l'approche cognitive. Ensuite, on a l'approche motivationnelle. Donc, si on cible vraiment, on veut vraiment motiver le changement de pratique des professionnels là, de façon intrinsèque, donc vraiment mobiliser la motivation des professionnels à poser des actions pour modifier des soins. Donc, des exemples de stratégies qui s'inscrivent dans l'approche motivationnelle, on a la rétroaction sur la performance, on a l'apprentissage par problème.
On peut aussi avoir une approche de renforcement. Donc, ici, on va cibler des récompenses, des incitatifs pour inciter à des changements. Donc, on peut utiliser, par exemple, comme stratégie, des rappels sur des actions spécifiques. Donc, des rappels, par exemple, pour le lavage des mains, pour différentes techniques. On peut aussi utiliser des incitatifs financiers pour amener les professionnels à poser certaines actions spécifiques. Il va y avoir ensuite l'approche d'interaction sociale où on va miser sur l'influence des autres, sur des modèles de rôle. Donc, un exemple de stratégie qui s'inscrit là-dedans va être l'évaluation par les pairs ou le peer review, donc qui peut être une approche aussi pour intégrer le changement. Ensuite, il va y avoir une approche qui est plus macro, l'approche de gestion. Donc, si on vise vraiment là, les conditions structurelles et organisationnelles qui sont favorables au changement. Donc, si ça s'éloigne un petit peu des professionnels, mais c'est quand même une approche qui est mentionnée. On est vraiment là, dans une restructuration des services et des soins, mais à un niveau moins près de la pratique. Et finalement, une approche de contrôle où on va utiliser l'autorité, le pouvoir d'exercer des sanctions pour inciter à faire des changements. Donc, par exemple, le type de stratégie pourrait être des mesures disciplinaires. Donc, une fois qu'on a fait le tour de quelques approches d'implantation, on va se pencher plus particulièrement sur l'audit feedback. Juste mentionner ici qu'il peut y avoir une combinaison de plusieurs stratégies dans une même intervention, mais généralement, il y a quand même une stratégie qui domine à la base. Donc, on va le voir avec l'audit feedback. Donc, l'audit feedback, qui est la stratégie qui nous intéresse particulièrement dans ce webinaire, ça va s'inscrire dans une approche qui est dite motivationnelle. Donc, ici, il y a différentes façons il y a différentes définitions, mais disons que les éléments clés, on va définir l'audit feedback comme une mesure objective d'aspect de la performance sur une période donnée, donc sur une période cible, et sa rétroaction aux professionnels de la santé, et qui vise à présenter des écarts entre la pratique actuelle du professionnel et une pratique idéale, de façon à mener à des changements. Donc, il y a d'autres termes qui sont utilisés pour référer à l'audit feedback. Parfois, on va seulement parler de rétroaction, de feedback, de performance ou pas. Donc, qui réfère aussi à l'audit feedback. Des fois, il y en a qui préfèrent enlever le volet audit du terme utilisé parce que l'audit peut avoir une connotation plus négative. On va aussi parler de tableau de bord ou en anglais de dashboard, qui sont aussi des équivalents qui entrent dans la famille de l'audit feedback. Donc, les aspects clés d'une intervention d'audit feedback, c'est que ça va impliquer des indicateurs mesurables, donc des données qui sont dites objectives. Et là, je mets objectives en guillemets, c'est-à-dire que c'est des données qui sont mesurées habituellement il faut que ça entraîne en fait un jugement externe. Donc, ce n'est pas des données qui sont auto-rapportées, ce n'est pas des données non plus, c'est des données qui sont produites par les professionnels habituellement au quotidien. Donc, on peut utiliser des dossiers électroniques, des notes au dossier. Il faut que ça soit des données administratives, il faut que ça soit des sources de données qui sont produites par les professionnels dans les pratiques quotidiennes, mais donc pas auto-rapportées comme telles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener un jugement externe sur la pratique des professionnels. Il y a la notion aussi de changement par l'apprentissage sur sa pratique. Donc, il est important, le changement ici, c'est vraiment en apprenant là, ici des écarts entre la pratique actuelle et la pratique idéale. Donc, on apprend sur sa pratique et c'est par ça que passe le changement. Puis, il y a aussi l'idée du cycle répété. Donc, ce qui est un élément très important dans l'audit feedback, c'est que ce n'est pas, on va voir là, les composantes d'un cycle, mais ce n'est pas seulement une fois. Donc, il y a vraiment l'idée de recommencer le cycle, d'ajuster et de recommencer. Donc, on va le voir plus en détail dans les prochaines diapositives. Ici, je vous ai justement, là, on parlait de l'idée du cycle de l'audit feedback. Donc, il y a encore ici, il y a différentes façons de le représenter. On va en reparler aussi quand on va décortiquer vraiment le cycle, mais généralement, l'audit feedback, ça comprend un élément de, la mesure. Ensuite, il va y avoir une phase de rétroaction où on va rapporter les éléments mesurés aux participants. Il va y avoir une phase aussi de réflexion. Donc, ce qu'on veut, c'est que la rétroaction suscite une réflexion sur la pratique des participants, une réflexion parfois accompagnée de résolution de problèmes, et on veut que les professionnels planifient des actions pour mener à une amélioration donc des indicateurs et qui impliquent des changements dans la pratique. Donc, c'est un cycle typique d'audit feedback.
Pardon, OK. OK. Donc, pourquoi on s'intéresse à l'audit feedback comme une stratégie d'amélioration? Donc, il y a différentes justifications théoriques et pratiques qui font en sorte qu'on s'intéresse à cette stratégie-là. Donc, il y a des arguments comme quoi il est difficile d'améliorer ce que l'on ne mesure pas. Donc, c'est difficile ça le dit. Donc, c'est difficile d'agir sur des choses dont on n'a pas de données. Donc, il y a vraiment la notion d'avoir de l'information sur ce qu'on fait à travers l'audit feedback. Il y a aussi, c'est documenté, les professionnels de la santé peuvent avoir une tendance à surévaluer leur propre performance, donc penser qu'ils font très bien les soins, alors que ce n'est pas toujours le cas en comparant avec les données probantes. Il y a aussi le fait que les pratiques professionnelles, ils tendent à s'appuyer au fil des années de pratique, peuvent s'appuyer en partie sur des habitudes, des préférences, des croyances, plutôt que vraiment sur des données probantes. Donc, l'idée, en fait, l'audit feedback, c'est que ça amène une possibilité de confronter, encore ici, c'est entre guillemets, mais donc de confronter la pratique pour s'assurer qu'elle s'appuie sur des pratiques reconnues et des données probantes. Donc, confronter, on veut en fait créer, c'est vraiment la base de l'audit feedback. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant l'écart entre la pratique du professionnel et les guides de pratique où c'est ça, les données probantes. Et aussi, il y a la notion que les changements complexes requièrent une motivation intrinsèque. Donc, par exemple, des changements qui vont être induits par l'autorité ou des craintes de sanctions, tout ça, ça peut avoir un effet court terme si c'est des changements simples, par exemple, modifier une technique, donc des actions simples, mais il y a beaucoup de changements dans le système de santé qui sont complexes, donc qui demandent une coordination, qui demandent un enchaînement d'actions pour mener à un changement. Et ça, ces changements complexes-là, ce qu'on dit, c'est que ça requiert une motivation intrinsèque. Donc, il faut que ça parte du professionnel lui-même et non pas que ça soit seulement une pression externe qui vienne l'obliger en quelque sorte à poser des actions. Donc, c'est pourquoi on s'intéresse particulièrement à l'audit feedback comme stratégie d'amélioration. OK. Ce que l'on sait actuellement sur l'audit feedback, donc ce que dit la littérature, on sait que l'efficacité de l'audit feedback est très variable. Donc, on sait que c'est très largement influencé par la façon de déployer l'audit feedback et plusieurs variables aussi. On sait que ça peut avoir des effets favorables dans certains cas. Il y a eu des démonstrations sur, par exemple, le taux de prescription, la gestion de la douleur, des exemples comme ça. Il y a aussi des améliorations sur des procédés de soins, sur la communication dans l'équipe, sur le travail d'équipe. Donc, il y a des effets démontrés de ça, mais c'est très, très variable encore dans la littérature. C'est aussi, par contre, une des seules stratégies avec une mesure objective des effets. Donc, ça a un peu aussi le défaut un peu de sa qualité, c'est-à-dire que quand on la compare à d'autres stratégies, des fois, on dit qu'elle n'est pas efficace et on a tendance à laisser tomber, sauf que c'est la seule stratégie, une des seules, ou la seule, qui vient vraiment mesurer des effets par des données quantitatives, donc qui prennent du temps à se mobiliser. Donc, c'est plus difficile aussi à démontrer des effets, alors que les autres stratégies ne sont pas nécessairement mesurées, donc il y a quand même disons, une explication aussi pourquoi parfois la mesure peut être difficile, il peut être difficile de voir des effets concrets. On sait aussi que l'audit feedback est implanté dans un contexte où le changement est difficile, donc c'est une stratégie qui s'implante dans un contexte qui est rarement favorable. Les professionnels, en général, ne sont pas très enthousiastes par rapport au changement, encore moins à l'idée de recevoir des données qui ont une connotation d'évaluation sur leur pratique. Donc, ce n'est pas un contexte d'implantation facile. Et donc, on se dirige de plus en plus, on met de plus en plus de l'avant la nécessité de développer des stratégies d'audit feedback pour les professionnels, c'est-à-dire qui répondent vraiment à leurs besoins et à leur contexte de travail. Donc, il faut vraiment le développer pour les utilisateurs qui, ici, sont les professionnels. Il y a différentes implications de ça, puis on va en reparler dans la suite de la présentation. Puis finalement, la littérature dit aussi que de fournir la rétroaction sans accompagnement ni soutien, ce n'est pas adéquat comme stratégie. Donc, c'est insuffisant. Puis, finalement, que l'audit feedback, ce n'est pas une approche one size fits all, c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'ajuster en fonction
des caractéristiques spécifiques des participants et du contexte. On va en reparler aussi plus concrètement dans les prochaines diapositives. Donc, la prochaine section de la présentation va vraiment porter sur la compréhension du cycle d'audit-feedback, à la fois des réactions des participants, puis les différentes étapes qui doivent être mises en place par ceux qui mettent en place donc l'audit-feedback, donc qui sont typiquement des chercheurs ou des gestionnaires. Pour aborder le cycle d'audit-feedback, je vais avoir recours à une adaptation, en fait, du Clinical Performance Feedback Intervention Theory, le CPFIT, qui est un modèle théorique qui a été développé par Brown et collègues en 2019. Donc, j'utilise cette théorie-là parce que c'est la première théorie qui porte spécifiquement sur l'ensemble du processus d'audit-feedback, spécifiquement chez les professionnels de la santé. Ça a été développé là, à partir d'une recherche assez exhaustive sur d'études qualitatives en audit-feedback et sur un ensemble de principes théoriques qui étaient utilisés aussi dans le développement d'interventions d'audit-feedback. Puis, c'est aussi une théorie qui est utilisée maintenant largement pour analyser des résultats, pour analyser les effets d'intervention d'audit-feedback, donc, ou qui peut être utilisée aussi comme ligne directrice pour implanter une intervention qui soit cohérente avec les participants et le contexte. Donc, là, ici, on ne voit pas très bien les variables. On va expliquer là, les principales composantes à partir d'une autre schématisation que j'ai faite. Donc, ce que dit le CPFIT, c'est qu'il y a 3 types de variables, donc des variables qui sont liées au contexte, qui concernent les caractéristiques de l'équipe ou des professionnels de façon individuelle, la population de patients qui sont vus par les professionnels, puis la disponibilité des ressources, donc autant financières que matérielles que humaines. Donc, c'est les principales variables liées au contexte. Ensuite, variables liées aux participants, donc qui concernent particulièrement l'attitude envers la rétroaction et les connaissances et l'expérience antérieure avec la rétroaction, donc à la fois une composante cognitive et une composante plus émotionnelle ou comportementale. Donc ça peut influencer le cycle d'audit-feedback. Et finalement, des variables qui sont liées à l'intervention, donc vraiment la façon dont l'intervention est menée, entre autres l'objectif, les méthodes de collecte d'analyse des données, la présentation de la rétroaction et comment la rétroaction est transmise. Ce que dit le CPFIT, c'est que ces variables-là vont permettre d'actionner certains mécanismes. Et là, il y a une liste de mécanismes. L'idée ici n'est pas de passer à travers l'ensemble, donc, mais disons une série de mécanismes qui vont influencer le cycle d'audit-feedback. Donc, le cycle d'audit-feedback, c'est décrit à la fois par les interventions qui sont faites par soit les gestionnaires, les chercheurs qui mettent en place l'intervention et les réactions potentielles des participants. Donc, on voit l'idée du cycle. Il y a l'idée un peu que ce soit évidemment, les réactions, c'est non visible. C'est ce qu'on pense qui se produit chez les professionnels, mais l'idée ici, c'est de vraiment que pour chacune des phases du cycle, si ça bloque, bien, le cycle s'arrête et les professionnels ne continuent pas, ne se rendent pas en fait à l'amélioration de la performance. Donc, le décortiquer comme ça permet en fait de mieux analyser, mieux comprendre comment ils peuvent interagir avec certaines composantes spécifiques de comment comment l'audit-feedback leur est présenté. Donc, on va aborder plus spécifiquement chacune des composantes puis donner des exemples. Donc, essayer de concrétiser, de voir les liens sur la réaction des participants. Juste prendre une gorgée d'eau. OK. Donc, d'abord, ce qui rentre dans le travail préparatoire. Donc, ici, on parle ça va être plus le rôle des gestionnaires ou des chercheurs qui veulent mettre en place l'intervention. Il va y avoir une fixation de l'objectif. Donc, ici, la phase de fixation de l'objectif concerne vraiment la thématique qui va être ciblée par l'audit-feedback. Ce qu'on dit d'un bon objectif, c'est que il doit être important d'un point de vue clinique pour les participants. Donc, important, ça doit être, par exemple, si c'est sur un type de condition, par exemple le diabète ou
problème cardiaque, ou peu importe, ça doit être une population ou une condition qui est vue de façon qui est importante pour les professionnels, qui est vue fréquemment. Donc, il y a beaucoup de patients qui voient, ça fait partie, concerne aussi les activités qu'ils font régulièrement dans leur travail. Donc, ce n'est pas des cas isolés. Ça doit être aussi en lien avec des aspects sur lesquels ils peuvent agir directement. Et ça, c'est important de se poser la question quand on fixe l'objectif, est-ce que c'est une thématique sur laquelle les professionnels ont un pouvoir d'action? Puis si c'est pertinent pour leur travail. Donc, une bonne thématique va répondre à ces conditions-là. Pour ce qui est de la collecte et l'analyse, encore ici, c'est plus en travail préparatoire à l'audit feedback. Donc, c'est ce qui doit être réfléchi avant de le mettre en place. Donc, ici, ça concerne la source et le type de données utilisées. Donc, ce qui est suggéré pour l'audit feedback, c'est d'avoir vraiment un nombre limité d'indicateurs, donc en avoir moins de... Il n'y a pas de nombre exact, là, ça dépend des indicateurs, mais d'avoir vraiment... ne pas avoir une série d'indicateurs, avoir vraiment des indicateurs ciblés, puis que c'est acceptable, en fait, d'avoir une mesure qui est plus approximative, c'est-à-dire de ne pas avoir beaucoup de covariables, avoir peut-être des populations qui sont plus larges. Ça peut être acceptable parce qu'ici, on ne cherche pas nécessairement une grande précision dans la mesure, mais on veut vraiment plus que ce soit significatif pour les professionnels puis que ça reflète des aspects de la prestation de soins. Donc, le type de données idéal, c'est des indicateurs qu'on va dire de processus. Donc, c'est des indicateurs qui reflètent ce que font les professionnels dans les soins. On sait que ça peut être difficile à capter dans des bases de données ou dans des notes au dossier. Donc, généralement, il va y avoir plus d'indicateurs de résultats, comme par exemple des taux d'infection, par exemple des plaies. Bon, les taux de réadmission, des choses comme ça, dépendamment on est dans quel milieu, mais ces indicateurs-là, c'est plus difficile là, pour les professionnels, on le verra par la suite, de rattacher des actions directement avec leur pratique. Donc, on veut le plus possible des processus de soins. Et si ce n'est pas possible, il faut se préparer à être capable vraiment de faire des liens pour rattacher directement aux activités que font les professionnels dans leur pratique. Les éléments qui sont favorables à la progression ici, ça va être de se préparer en fait à démontrer la fiabilité des données aux participants. Donc, quand même, on a dit que les données n'avaient pas besoin d'être très, très, très précises, mais il faut quand même démontrer qu'on peut se fier sur ces données-là pour représenter des aspects de la pratique. Puis, il faut aussi être capable d'expliquer comment on a mesuré quelle population, puis c'était quoi la période de temps qui a été mesurée. C'est des aspects, en fait, qui peuvent rassurer les professionnels, qui peuvent donner confiance, en fait, aux professionnels quand on donne la rétroaction. Je passe maintenant. Donc là, on parlait vraiment plus en travail préparatoire. Pour ce qui est de la rétroaction pour la présentation, il y a quelques éléments favorables à la progression qui se sont identifiés dans le cadre de Brown, donc que je vous ai présenté. On veut d'abord apporter des indicateurs qui vont présenter une marge d'amélioration. Donc, on ne veut pas avoir des indicateurs, évidemment, trop... où est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'amélioration. Donc, on veut qu'il y ait vraiment une zone d'amélioration claire. On veut utiliser des messages clés aux professionnels, donc simplifier l'information. On veut présenter des données qui sont spécifiques aux professionnels. Donc, spécifique veut dire que généralement, ce qui est recommandé, c'est d'avoir même des données au niveau individuel, donc d'avoir des données spécifiques aux professionnels et non pas, par exemple, sur l'organisation ou sur une équipe très largement, parce que c'est plus difficile, encore une fois, pour le professionnel de se retrouver dans ces données-là, retrouver sa pratique, et il risque moins d'être interpellé par ça. On veut aussi que ça soit des données récentes pour qu'ils puissent faire des liens avec certains cas cliniques qu'ils ont vus et que ça soit aussi vraiment dans le contexte actuel. Donc, c'est plus facile de progresser dans le cycle avec ce type de données-là. L'utilisation aussi de comparateurs, donc soit avec d'autres, si on est dans un contexte hospitalier, ça pourrait être une comparaison avec d'autres unités, par exemple. Ça peut être des comparaisons avec d'autres équipes. Ça peut être avec d'autres professionnels de façon anonyme, mais l'idée de comparer, ça peut favoriser la progression. Donc, ça peut inciter, ça peut permettre de mobiliser la motivation. Il peut y avoir aussi une comparaison avec une performance antérieure. Donc, ça, si on fait plus qu'un cycle,
En fait, c'est recommandé de faire plus qu'un cycle, mais présenter en comparaison avec la performance antérieure peut être une bonne idée aussi pour favoriser la progression. Ce qui est plus défavorable à la progression dans le cycle, c'est des résultats très négatifs. Donc, une performance, si on a vraiment des indicateurs qui sont très, très, très défavorables, où il y a beaucoup d'améliorations à faire, c'est préférable de les introduire dans d'autres cycles quand il va y avoir, disons, quand les professionnels vont être plus habitués, où il va y avoir déjà des actions d'entreprise, parce que ça peut être vraiment décourageant et très démotivant, puis ça peut avoir complètement l'effet inverse de décourager les professionnels de continuer si l'écart est vraiment trop grand. Donc, on va essayer de limiter la présentation de ces indicateurs-là. OK. Pour ce qui est de la transmission, donc la façon, là, on parlait plus du contenu, donc quels éléments sont essentiels à présenter. Ici, pour la transmission, c'est plus sur les modalités et le format par lequel on va présenter, on va transmettre la rétroaction. Donc, ce qu'on sait, c'est que les éléments favorables à la progression, c'est qu'il faut que ça soit rapporté par quelqu'un de crédible et connu des professionnels. Donc, c'est important pour donner encore confiance aux professionnels sur la rétroaction et aussi qui donne l'impression aux professionnels que la personne comprend leur réalité clinique et leurs défis et les enjeux de leur pratique. Donc, ça, c'est important pour mettre en confiance. C'est important aussi d'avoir des modes de transmission actifs plutôt que passifs. Actifs, on va parler, par exemple, d'un courriel, si c'est par voie écrite, un courriel personnalisé, c'est ça, des messages personnalisés, plutôt que ou une rencontre d'équipe. Ça, c'est une transmission plus active. Passive, ça va être, par exemple, un affichage, un tableau qui est accessible à tous au poste ou ailleurs. Donc, ça va être plus passif, c'est moins recommandé. Ça entraîne moins d'effets favorables. Puis, une transmission à la fois verbale et écrite, c'est l'idéal. Donc, avoir plus qu'un mode de transmission. Donc, avoir, par exemple, un rapport écrit, mais que ça soit aussi accompagné d'explications verbales du gestionnaire. D'un gestionnaire, ça peut être, par exemple, une très bonne façon de présenter, de transmettre la rétroaction. Ce qui est un des éléments défavorables à la progression, c'est tout ce qui est dans une approche punitive, évaluative. Donc, si les professionnels sentent qu'on est vraiment sur l'évaluation de leur performance et non dans l'apprentissage sur leur pratique et punitive, donc si on voit vraiment qu'on essaie de présenter pour leur faire des reproches et éventuellement qu'il y ait des risques de sanctions. Donc là, on s'éloigne vraiment de l'objectif premier du feedback qui est en fait de mobiliser la motivation des professionnels à s'améliorer par eux-mêmes. Donc, ces approches-là sont complètement à éviter. OK, ici, pour la transmission, donc là, on a parlé de ce qui était connu, ce qui était identifié là, de façon générale, ce qui était favorable et défavorable. Il reste des enjeux, en fait, par rapport à la transmission parce que par rapport aux ressources exigées pour une transmission efficace et la faisabilité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, dans les meilleures pratiques, disons, suggèrent qu'une approche en personne, en groupe, où est-ce qu'il y a des espaces de discussion, où est-ce qu'on peut échanger avec l'animateur, avec la personne qui présente la rétroaction, ce serait l'idéal pour progresser dans le cycle. Par contre, c'est des ressources, ça demande souvent des ressources à la fois humaines, donc ça demande du temps commun partagé, ça demande une participation des professionnels, ça demande de libérer des professionnels, donc, mais c'est quand même ce qui resterait les modalités, disons, plus idéales pour transmettre la rétroaction de façon efficace. Ce qui explique ça ici, c'est que si on continue avec le cycle, l'idée du cycle proposé par Brown, donc par rapport aux réactions, dans les phases, là, on dit que les professionnels vont interagir, percevoir, vérifier, accepter la rétroaction. Ça fait partie des phases que moi, j'ai regroupées pour le bien de la présentation. Mais dans ces phases-là, ce qui est essentiel pour que les professionnels puissent poursuivre le cycle, c'est de vraiment comprendre la rétroaction et les indicateurs et ils doivent vraiment être capables d'établir des liens avec la pratique clinique. Donc, accorder vraiment une signification clinique aux indicateurs. Et ça, c'est plus difficile à faire
Donc, ça peut exiger qu'il y ait des interactions, qu'il y ait des explications, qu'ils puissent poser des questions. Et cet espace de rencontre-là, donc en personne ou virtuel ou peu importe, mais donc cet échange-là avec les pairs aussi et avec l'animateur pourrait permettre de répondre à ça. On sait que c'est des phases du cycle qui varient beaucoup en fonction des caractéristiques des participants, donc soit leur réaction, leur expérience antérieure avec l'audifeedback, leur connaissance, leur habileté aussi à comprendre des indicateurs, leur expérience à comprendre des indicateurs. Donc, tout ça peut venir beaucoup influencer comment vont se dérouler ces phases-là du cycle. Donc, c'est important. Donc, c'est pour ça que ça peut valoir la peine, en fait, de mettre beaucoup de ressources dans la façon dont c'est transmis, parce que si ça bloque à cette phase-là, c'est vraiment difficile, en fait, il y a peu de chances que le cycle se poursuive. Donc, ce qui est suggéré dans des rencontres particulièrement si on est capable de transmettre la rétroaction lors de rencontres en personne, c'est de reconnaître les expériences antérieures, la perception de la rétroaction, de permettre en fait de s'exprimer, de laisser les professionnels s'exprimer là-dessus, clarifier l'intention de la rétroaction, donc vraiment s'il y a des expériences antérieures qui étaient plus utilisées de façon punitive ou évaluative, vraiment clarifier l'intention d'apprentissage de la rétroaction. Ça permet aussi de diversifier les modes de présentation, donc par exemple présenter des rapports graphiques, donner des explications verbales. Puis, ça permet d'aborder les indicateurs en lien avec des exemples cliniques. Donc, qui sont directement liés au contexte du travail, des professionnels. Donc, ça permet en fait de solliciter des réflexions sur comment c'est lié à leur pratique, comment c'est lié aux activités qu'ils font au quotidien. Ça permet aussi de discussion entre les pairs et faire la résolution de problèmes, donc identifier des solutions potentielles et réfléchir ensemble. Si donc, si ces phases-là sont réussies, ensuite, les prochaines phases, c'est intention et comportement. Donc, ici, dans ces phases-là, une fois que la rétroaction, disons, a été comprise et qu'ils ont réfléchi à des solutions potentielles, ce qui est important pour progresser dans le cycle, c'est qu'ils identifient une solution prioritaire. Donc, ici, il y a vraiment un exercice de priorisation parmi toutes les pistes qu'ils peuvent avoir explorées. Puis là, on va vouloir déterminer des objectifs spécifiques, des actions concrètes. Donc, vraiment décortiquer qu'est-ce que ça prend pour arriver à cette solution-là, des personnes spécifiques si ça concerne différents professionnels et des moments spécifiques pour poser des actions. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de décortiquer le plus possible la solution retenue. Ce que ça implique pour l'accompagnement, donc les professionnels ont généralement besoin de soutien parce que ça ne va pas de soi de faire un plan d'action qui soit complet. Donc, les éléments favorables à la progression ici, c'est d'encourager l'élaboration d'un plan d'action qui va être écrit, qui peut se retrouver ensuite affiché, disponible aux professionnels. Si c'est une équipe, peut être par exemple au poste ou pour donc pouvoir y revenir. Donc, c'est encourager de fournir un modèle de plan à compléter, de s'assurer de la faisabilité des objectifs et des actions identifiés en fonction des ressources du milieu. Donc, vraiment se questionner si c'est réaliste de mener ces actions-là. S'assurer que le plan est clair et compris pour tous. Donc, poser la question si on a du temps à être capable de laisser les gens s'exprimer là-dessus aussi, mais s'assurer que c'est vraiment compris, qu'on a la même vision du plan d'action. Puis, utiliser des approches supplémentaires comme des discussions entre les pairs, des rappels entre les séances de rétroaction, puis affichage au poste, donc que j'ai nommé. Ça nous permet d'arriver ensuite à l'amélioration de la performance, qui est en fait la finalité du cycle. Donc, c'est ce qu'on veut. L'amélioration de la performance se traduit typiquement par une amélioration des indicateurs qui vont avoir été présentés aux professionnels à la suite des actions qu'ils vont avoir fait pour faire des changements. Il y a plusieurs enjeux à améliorer la performance à travers les données. Donc, il peut y avoir des changements dans la population qui est mesurée, donc sur laquelle les indicateurs sont mesurés. Il peut y avoir des variations dans les occasions de mettre en œuvre les actions chez les professionnels. Les actions peuvent être complexes et demander du temps et demander plus qu'un cycle. Donc, ça ne sera pas nécessairement au premier cycle qu'on va voir les effets. Puis, ça peut demander une coordination des actions, impliquer plusieurs personnes, donc ça prend particulièrement du temps à mettre en place. Puis, il peut aussi y avoir besoin d'ajuster le plan en cours de route parce qu'on se rend compte que finalement, les actions, ça ne fonctionne pas, donc il faut aussi l'ajuster. Donc ici, ce qui est suggéré,
c'est d'utiliser d'autres moyens d'apprécier les changements aussi. Donc, c'est important, c'est vraiment important pour développer ou maintenir la motivation et l'engagement. Donc, pas seulement mettre l'emphase sur l'accent sur sur vraiment les indicateurs, l'amélioration des indicateurs, mais être attentif aux démonstrations d'engagement ou de désengagement des professionnels envers l'audifeedback, qui est vraiment important pour refaire des cycles d'audifeedback, puis de mener éventuellement à probablement une amélioration des indicateurs qui va être, c'est ça qui va être démontré dans les données mesurées. Donc, des exemples de à quoi être attentif, c'est par exemple le taux de participation si c'est un groupe, le degré de compréhension ou d'agilité avec les indicateurs. Donc, si les professionnels, on les sent plus à l'aise de comprendre puis de réfléchir à partir des indicateurs. La participation aussi aux discussions de groupe, donc être actif ou pas. Est-ce qu'ils sont capables de modifier, par exemple, le plan d'action, de proposer des idées, de proposer des actions concrètes, puis le climat dans l'équipe. Donc, ce sont des exemples de choses qui peuvent aussi indiquer que ça va bien ou ça ne va pas bien, ou que en fait, les réactions des professionnels autres que l'amélioration comme telle, mais qui peuvent quand même indiquer que le cycle, qu'il y a des changements qui sont en cours de route, disons, puis que c'est une bonne idée ou pas de continuer à faire des cycles de cette façon-là. Mettre trop l'accent sur la mesure, en fait, peut créer des conséquences imprévues. Donc, c'est important de rester à l'affût de ces événements-là. Donc, dans l'audifeedback, il y a deux phénomènes qui sont décrits, entre autres. C'est le gaming, donc qui est une amélioration artificielle de la performance. Par exemple, on va truquer ou on va modifier un peu la façon dont on complète des données ou des notes pour vraiment donner l'impression que la performance est améliorée dans les données. Ou, disons, en tunnel, c'est-à-dire de mettre vraiment tous les efforts sur la thématique, sur ce qui est visé par l'audifeedback et délaisser d'autres soins et services. Donc, il faut être attentif à ça comme gestionnaire. Puis l'idée, en fait, c'est de justement mettre moins l'accent sur la mesure pour pas qu'il y ait trop de pression des professionnels et que là, ça mène à des événements comme ça. Donc, après avoir vu l'ensemble du cycle, on va maintenant aborder un petit peu plus spécifiquement l'audifeedback chez les infirmières. Donc, j'avais mentionné en début de présentation qu'un des points actuellement là, dans l'audifeedback, c'est de dire que l'intervention doit être faite pour les professionnels. Dans la littérature, on retrouve peu d'exemples d'études qui se concentrent vraiment à mettre en place des interventions qui sont conçues pour les besoins des infirmières. Donc, moi, je me suis intéressée particulièrement à ça dans mes travaux de doctorat. Et parce qu'il y avait certains éléments du contexte des infirmières qui, selon nous, méritaient qu'on s'intéresse un peu et qui pourraient faire en sorte qu'il faudrait ajuster spécifiquement certaines composantes de l'audifeedback qui n'étaient pas nécessairement prises en compte dans les études qu'on voyait. Donc, qu'est-ce qui est plus spécifique à ce groupe-là? Dans le contexte des infirmières, il y a l'aspect que la configuration des soins et souvent, les infirmières partagent un bassin de patients. Donc, contrairement à d'autres professionnels où ils ont des patients attitrés ou les suivent sur une longue période, où il y a cette idée là, chez les infirmières que le patient voit souvent différentes infirmières. Il y a aussi, donc ça a des implications, la configuration des soins pour la façon dont les données sont mesurées, sont rapportées aux infirmières, leur réaction par rapport aux données. Le travail d'équipe qui est omniprésent, donc plus que par exemple certaines autres professions comme les médecins, les infirmières travaillent beaucoup collectivement, puis ils ont aussi un pouvoir d'action qui est généralement plus limité, une autonomie plus limitée, dépendamment des milieux, mais généralement sont peu impliqués dans la prise de décision, par exemple, ne sont pas typiquement impliqués dans la prise de décision, ce qui peut faire aussi des différences par rapport à leur pouvoir d'action et à identifier des actions et à mettre en place des changements. Donc, on a fait une revue de la littérature chez les infirmières sur des interventions d'audifeedback. Ce que ça dit, c'est qu'en général, les interventions intègrent peu d'éléments favorables à la progression du cycle. Donc, parmi les éléments qu'on a vus, c'est souvent perçu par les infirmières comme une méthode de surveillance et il y a peu d'appropriation d'audifeedback, c'est-à-dire que c'est la participation à des interventions d'audifeedback, c'est perçu surtout comme une tâche supplémentaire et vraiment pas souvent comme une occasion d'apprendre sur sa pratique. Ça nous a amené
en fait, on a fait une comparaison de ces données-là avec ce que proposait le CPFIT, puis on a formulé donc 3 hypothèses, des éléments qui étaient supplémentaires à tenir en compte dans l'implantation de l'audifeedback chez les infirmières. Donc, d'abord, pour ce qui est de la transmission, la rétroaction, une des hypothèses, c'est qu'il faut vraiment, chez les infirmières, faire des liens avec l'expérience du patient, donc ramener beaucoup les indicateurs qu'on présente aux infirmières en les faisant réfléchir sur le bien-être, sur la satisfaction du patient, sur l'expérience de soins du patient, parce que c'est quelque chose qui ressortait beaucoup, auquel les infirmières sont sensibles. Donc, plus on fait des liens et qu'on les fait réfléchir aux indicateurs en fonction des patients, plutôt que vraiment juste pour répondre à des normes, ça les motivait, ça aidait leur réflexion. Ensuite, une rétroaction qui implique des indicateurs d'équipe, ça facilite la progression du cycle d'audifeedback. Donc, le moins possible utiliser avec les indicateurs, avec les infirmières, pardon, des indicateurs mesurés au niveau individuel. On voyait dans la littérature que ça amenait plus une perception de contrôle et de surveillance, puis il y avait une crainte de sanction. Donc, parce qu'elles travaillent beaucoup en équipe, ils ont l'impression que leur pratique est influencée beaucoup par les autres. Donc, indicateur d'équipe, mais être le plus spécifique possible. Donc, si c'est en contexte hospitalier, par exemple, que ça soit par quart de travail ou vraiment l'équipe proximale, et non pas plus largement l'organisation de soins ou, par exemple, au niveau de l'hôpital. Finalement, c'était important aussi de réfléchir les actions dans le plan d'action avec les infirmières en partant de leurs intérêts et les préoccupations. Donc, les infirmières trouvaient souvent difficile de faire des actions à cause de... Ils étaient limités par des conditions de travail ou des préoccupations par rapport à la charge de travail, de temps. Donc, c'est important de réfléchir les actions, de aussi comment ils peuvent en tirer des bénéfices sur, par exemple, leur charge de travail, sur la communication, le travail d'équipe qui peut être favorisé. Donc, vraiment aborder qu'est-ce qui les préoccupe dans les conditions, dans leur environnement de travail, puis de réfléchir les actions à faire en lien avec ça. Ça menait plus souvent à l'amélioration. Donc, implication pour l'audifeedback auprès des infirmières. Et là, je vois le temps, il faut que j'accélère un peu. Donc, ici, c'était vraiment des indications par rapport aux hypothèses, qu'est-ce qui était à faire qu'est-ce qui pourrait être fait par les gestionnaires quand on a des infirmières qui participent à l'audifeedback. Donc, vraiment miser sur une appropriation de l'audifeedback, que ça soit une voie, en fait, possible pour des actions pour agir sur son contexte de travail et non pas là, quelque chose d'une tâche supplémentaire. Créer un espace sécuritaire pour discuter des zones d'amélioration, donc vraiment s'éloigner des sanctions et tout, et vraiment créer un espace, c'est un contexte sécuritaire où est-ce qu'ils peuvent s'exprimer et pas avoir peur de parler de comment ils doivent s'améliorer et tout. Renforcer l'idée d'une responsabilité collective et leur influence sur le travail de part et d'autre. Donc, vraiment les faire réfléchir en fonction de quand ils font des actions, comment ça peut influencer aussi le travail des autres et comment ça peut avoir un effet global sur, par exemple, leur charge de travail commune. Aborder les indicateurs en fonction de leur impact sur les patients. On en a parlé. Puis réfléchir les actions à travers les préoccupations des infirmières aussi. Donc, par exemple, la charge de travail, organisation des soins. Donc, après avoir fait là, un portrait de l'audifeedback, les principaux enjeux qui en ressortent, c'est vraiment le danger, en fait, qu'il y ait une concentration des efforts et les ressources sur la mesure, ce qu'on voit encore typiquement beaucoup, et moins s'intéresser à comment c'est transmis et soutenir après toute la planification des actions. Il y a aussi un enjeu d'utilisation d'indicateurs qui ne sont pas appropriés à l'audifeedback, donc qui sont très loin des pratiques des professionnels qui ne donnent pas beaucoup d'effets favorables. Il y a le temps requis pour la stratégie elle-même, donc on l'a vu, entre autres, là, les rencontres qui permettent de donner une transmission plus efficace, mais ça prend du temps et des ressources, et c'est long d'avoir des effets, donc dans les milieux, c'est pas nécessairement encourageant, et ça donne pas nécessairement envie de faire de l'audit-feedback parce que ça démontre pas nécessairement d'effets à court terme. Il y a aussi un soutien qui est nécessaire à la planification des actions et des changements, donc des habiletés à ce niveau-là, qui n'est pas nécessairement, qui est d'emblée que les professionnels n'ont pas nécessairement. Puis il y a un risque de recourir à une approche autoritaire et de contrôle, donc verser vers une approche plus de contrôle pour obtenir des résultats rapides. Donc, il est un peu toujours une tension dans l'audit feedback. Donc, on le voit, l'audit-feedback c'est une stratégie qui est quand même complexe, qui demande beaucoup de ressources, de temps au milieu. L'enjeu, en fait,
de ces éléments-là, c'est que lorsque les conditions défavorables à l'audifeedback, donc justement avoir moins de ressources, à être en surcharge, donc avoir moins de temps consacré à ça, mais c'est plus susceptible de toucher des équipes qui ont aussi peut-être des problématiques dans la façon dont les soins sont dispensés. Donc, en fait, attendre d'avoir les conditions facilitatrices et tout ça, ça peut aussi faire en sorte qu'on n'utilise pas cette stratégie-là et qu'on n'agit pas sur aussi la prestation de soins. Donc, il faut avoir ça en tête aussi, même si ça demande beaucoup de ressources, l'investissement de ressources peut quand même porter les fruits comme à plus long terme. Donc, 4 peut-être éléments clés pour terminer, c'est de vraiment faire un travail de préparation dans lequel on s'assure d'avoir une compréhension du contexte de travail, donc la réalité clinique des professionnels, les ressources aussi pour être capable d'anticiper, ça peut être quoi les défis dans l'audifeedback, puis aussi comprendre la réalité clinique de chaque type de professionnel. Donc, pas les mettre dans un tout. Chaque type de professionnel peut avoir ses propres besoins. Ils ne font pas les mêmes activités, n'ont pas la même réalité. Donc, il faut vraiment avoir une compréhension puis en tenir compte dans l'intervention. Donc, être le plus spécifique possible. L'idée vraiment d'utiliser quelques indicateurs plutôt qu'une série d'indicateurs, puis de focaliser sur des indicateurs qui suscitent un apprentissage chez les professionnels. Donc, comme je l'ai dit, soit d'en avoir qui reflètent vraiment des procédés de soins. Ça peut être, par exemple, la gestion de la douleur, soutien aux auto-soins, des indicateurs qui reflètent l'évaluation, la prescription. Et si ce n'est pas disponible, se préparer vraiment à faire des liens concrets avec leur pratique. Accorder autant d'attention à la pratique réflexive, au soutien à la pratique réflexive, au plan d'action, qu'à la mesure et la rétroaction. Donc, on voit beaucoup un accent qui est mis sur la mesure et la rétroaction, mais c'est aussi important de s'assurer que les professionnels sont en mesure de réfléchir et de planifier des actions concrètes à la suite pour vraiment qu'il y ait une amélioration dans un cycle d'audit-feedback. Puis finalement, l'idée, ce serait en fait d'aborder l'audit-feedback comme une stratégie qui s'étend sur un continuum dans une optique de culture d'amélioration plutôt que sur une période de temps définie. Donc, l'audit-feedback ne s'inscrit pas dans une stratégie qui est vraiment pour un problème spécifique qui doit être réglé à court terme parce que ça serait peut-être d'autres approches en implantation, mais l'audit-feedback, ce serait plus à long terme, dans une culture d'amélioration où les professionnels peuvent développer des réflexes, peuvent développer des connaissances, des habiletés qui leur permettent, en fait, de répondre plus efficacement à l'audit-feedback. Donc, ça fait le tour des éléments que je voulais aborder. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Mme Dufault, pour votre présentation qui nous a permis vraiment de bien comprendre toutes les différentes étapes, les différents processus qui rentrent en ligne de compte pour implanter ou mettre en œuvre de manière efficace le feedback. J'ai trouvé pour ma part particulièrement riche de pouvoir voir vous avez donné énormément de conseils pour faire face aux différents défis, aux différents enjeux qui peuvent survenir en cours de processus. Je pense surtout pour les gens qui sont parmi nous en ce moment qui nous écoutent. Donc, je pense aux gestionnaires ou décideurs qui peut-être même envisagent de mettre en œuvre l'audit feedback dans leur milieu. Je pense que ça peut être extrêmement riche et intéressant pour eux. Donc, comme Mme Dufault vous mentionnez, on s'est maintenant rendu à la période de questions. Donc, vous pouvez utiliser la fonction Q&A, Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran pour poser directement vos questions à Mme Dufault. J'en profite également pour vous mentionner, puisqu'on a eu quelques questions à ce sujet-là, que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et que l'enregistrement intégral du webinaire sera disponible sur notre site Internet dans les prochains jours. On a des questions qui commencent à rentrer, donc j'irai peut-être avec une première déjà qui vient de Mme Guylaine Blais et qui en fait vous remercie pour votre présentation. Et elle soulève un enjeu qui est que l'audit feedback, aujourd'hui, on le voit beaucoup lorsque, par exemple, il y a des visites d'agrément. Donc, elle se demande en fait, il y a cette vague-là ou cette tendance-là peut-être à utiliser l'audit feedback un peu comme vous le mentionniez, de manière peut-être plus évaluative, des fois malheureusement peut-être même punitive. Et elle se demande un peu comment est-ce qu'on peut concilier un peu sur le plan des gestionnaires. Donc, comment est-ce qu'on peut peut-être concilier cette appréhension-là de la part des infirmières qui peuvent peut-être voir l'audit feedback comme quelque chose de très, très évaluatif, rigide, punitif, par exemple comme dans le cadre des visites d'agrément, et pas comme quelque chose de constructif comme vous mentionnez. Donc, peut-être même avant même d'implanter cette intervention-là, donc cette stratégie-là, comment est-ce qu'on peut l'apporter, l'introduire de manière peut-être plus acceptable et plus, on va dire, douce auprès des infirmières
Peut-être pas que les gens se braquent, peut-être. Oui, oui, merci beaucoup pour la question. Oui, effectivement, je pense que c'est le principal enjeu actuellement de changer un peu la perception que ça peut avoir, mais ça vient à la fois la perception des participants, mais c'est beaucoup aussi comment elle est utilisée. Donc, dans le cas de l'agrément, si ça a en partant une fonction évaluative, c'est sûr que les participants peuvent le sentir. Donc, ça fait aussi de réfléchir, est-ce que c'est vraiment utilisé dans une approche motivationnelle ou ça a vraiment plus une volonté de surveiller ou un certain contrôle. Donc, à ce moment-là, ça ne sera pas les mêmes mécanismes. Donc, bref, tout ça pour dire que si on veut vraiment l'utiliser pour que les infirmières ne se braquent pas ou ne se sentent pas évaluées, c'est vraiment en fait de clarifier l'intention et être prêt à les accompagner. Donc, ça revient beaucoup en fait à ne pas juste mettre l'accent sur la mesure, mais il faut vraiment discuter des actions. Souvent, particulièrement les infirmières, ça ressortait beaucoup dans la littérature, qu'elles se sentent un peu abandonnées, si je peux dire, avec ça, c'est-à-dire que non seulement ils se sentent qu'il y a un jugement sur leur pratique, mais ensuite, on ne leur donne pas de pistes, on ne les aide pas à réfléchir sur les actions. Donc, peut-être pour un gestionnaire, vraiment, si on introduit l'audit feedback, c'est vraiment de s'assurer d'avoir des moyens d'accompagner les infirmières dans la réflexion, oui, mais dans l'identification des solutions. Parce qu'on voyait aussi que les infirmières, souvent, ne se sentent pas habilotées, ne sont pas habituées de réfléchir nécessairement comme ça. Et, étant donné qu'il y a aussi une grosse composante de travail d'équipe, ça veut dire qu'elles doivent le faire souvent, elles doivent le faire de façon concertée ou avoir un peu la même idée. Donc, ça demande aussi un consensus pour donner des actions qui vont aller dans la même direction. Donc, beaucoup de complexité chez les infirmières. Alors, je dirais que peut-être l'élément clé, ce serait de justement diminuer un peu l'accent qui est mis sur la mesure, puis vraiment s'assurer qu'on complète l'ensemble du cycle d'audit feedback, c'est-à-dire qu'on accompagne c'est ça, de la mesure à la planification des actions. Donc, si on entend bien toute la complexité de l'audit feedback, cette idée-là de diminuer l'accent justement sur le fait qu'on va mesurer des indicateurs chez les gens, puis vraiment de s'assurer qu'on va au-delà de la mesure, mais qu'on a vraiment un accompagnement auprès des infirmières par la suite pour qu'elles puissent améliorer leur pratique. Oui. Vraiment, au début de la présentation, vous nous mentionniez plusieurs stratégies qui existent pour améliorer la pratique des professionnels de la santé. Donc, vous parliez entre autres des stratégies marketing, structurelles, cognitives, et vous nous positionnez, je pense assez bien que l'audit feedback est une stratégie parmi plusieurs stratégies qui peut être utilisée. Je me demandais un peu si vous aviez des données, ou peut-être même par rapport à votre propre expérience, comment est-ce que l'efficacité des stratégies de audit feedback se compare, par exemple, aux autres stratégies que vous mentionnez? Est-ce qu'on sait présentement si c'est une des stratégies les plus efficaces? Je sais que vous mentionnez qu'il y avait une grande variabilité dans leur efficacité aussi. Puis peut-être même en termes de complémentarité. Donc, est-ce que l'audit feedback, vous considérez que c'est une stratégie qui est particulièrement complémentaire à d'autres stratégies que vous avez mentionnées? Oui, oui, une bonne question. Oui, donc l'audit feedback, en fait, là, la raison de s'y intéresser, puis même si c'est un peu, des fois, même controversé parce que les effets sont difficiles à démontrer aussi, justement, par l'aspect qu'on en mesure les effets de façon quantitative, ce qui n'est pas toujours le cas avec les autres stratégies. Donc, il y a aussi des fois, c'est plus facile d'accorder des effets favorables à d'autres stratégies si c'est par exemple, par du qualitatif ou tout ça. Mais donc, l'audit feedback, en fait, le fait que ça joue sur la motivation, c'est vraiment pour la complexité des changements. Donc, des changements qui demandent beaucoup d'efforts, ça peut être intéressant de l'avoir. Par contre, il y a des changements qui peuvent demander vraiment des actions plus court terme, des actions simples, plus individuelles. Alors là, ça ne vaut pas nécessairement la peine de tout mettre les efforts et des ressources pour utiliser l'audit feedback. Donc, je dirais que l'efficacité dans ce temps-là des outils d'aide à la décision, par exemple, des guides de pratique, des rappels, même, je ne l'encourage pas nécessairement, mais des approches de contrôle ou de surveillance, ça peut avoir son efficacité pour des actions plus simples, et c'est ça, court terme, pour des situations problématiques plus dont ça doit être réglé de façon plus urgente, si je peux dire, alors que l'audit feedback se veut plus dans un apprentissage continu. Donc, ce n'est pas adapté pour tous les types de problèmes. Donc, il faut que ça soit des problèmes plus complexes qui vont nécessiter justement de mettre les ressources supplémentaires parce que c'est plus difficile à implanter. Merci beaucoup. Donc, on voit ici que l'audit feedback, vous le disiez très bien, on s'intéresse beaucoup plus à des projets, à des problèmes beaucoup plus complexes, beaucoup plus à long terme que peut-être d'autres stratégies. Donc, la nature même du problème qui est adressé par chacune de ces stratégies-là peut varier. Exact.
Justement, vous nous parliez que donc, l'audit feedback est beaucoup dans un processus continu au fil du temps. Puis vous mentionnez tantôt qu'un des enjeux qu'il peut y avoir, c'est de maintenir la motivation, l'engagement des gens au fil du temps. Donc, ça peut être très, très long. Il y a plusieurs cycles d'audit feedback qui peuvent être faits. D'après ce que vous voyez dans les écrits, d'après même votre expérience, comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir la motivation et l'engagement des gens au fil du temps? Parce qu'on comprend ici qu'il peut y avoir justement plusieurs cycles de rétroaction et de mesures à nouveau dans les indicateurs. Oui, oui, effectivement, c'est là que ça devient important. Je l'ai abordé peut-être un peu rapidement, mais dans une diapositive, d'avoir d'autres éléments qui vont indiquer qu'il y a une progression ou qu'il y a même juste dans la participation ou l'intérêt des professionnels envers l'audit feedback. Donc, vraiment de souligner si on sent que, si on observe, par exemple, comme gestionnaire, on peut observer s'ils discutent, par exemple, de la thématique d'audit feedback, s'il y a dans l'équipe, si ça amène des conversations, s'ils consultent, s'il y a un plan d'action, par exemple, qui est affiché au poste, donc s'ils ont un intérêt envers ça. Donc, ça serait vraiment comme gestionnaire de souligner tout ce qui peut indiquer que, oui, peut-être qu'il n'y a pas encore, ça ne se manifeste pas encore dans les chiffres ou dans des indicateurs comme tels, mais on voit quand même que soit que ça améliore le fonctionnement ou la façon dont ils en parlent ensemble, leur compréhension, leur capacité à poser des questions, à réagir à l'audit feedback. Donc ça, c'est important de souligner ça parce que ça peut être motivant aussi, c'est ça pour les participants, de voir que même s'ils ne sont pas à la fin du cycle, qui est vraiment l'amélioration de la performance, mais ils font des progrès qui les mènent vers ça. Donc, c'est ça, ce qui était beaucoup dans c'est ça, la participation, puis donc les habiletés qu'ils développent, eux, par rapport à l'amélioration continue et la capacité, c'est ça, à comprendre et à interagir avec les indicateurs. Donc, très important à souligner à chacun des cycles de l'audit feedback. Merci beaucoup. On a peut-être le temps pour une dernière question, parce que vous nous mentionnez que vous êtes revenu sur le choix des indicateurs, donc de s'assurer de prendre des indicateurs sur lesquels les participants peuvent avoir du contrôle. Je me demandais un peu si, je pense que vous l'aviez abordé un peu dans la présentation, mais justement pour les gestionnaires, pour les décideurs qui nous écoutent et qui se questionnent encore sur quels indicateurs est peut-être vraiment, on peut dire, sensible à la qualité des soins infirmiers ou vraiment au comportement des infirmières, qu'est-ce que vous pourriez leur donner peut-être comme guidance supplémentaire à ce niveau-là pour les aider à faire des choix d'indicateurs qui sont pertinents pour les infirmières? Oui, oui, c'est une bonne question, là, le choix des indicateurs, en fait, là, et puis pour revenir à la question précédente sur qu'est-ce qu'on fait qu'on veut utiliser l'audit feedback et pas, c'est quand même une considération, l'accès à des indicateurs et avoir des données, parce que si on n'a pas des données à la base qui se prêtent à l'audit feedback, ça va être très difficile de poursuivre le cycle. Donc, il faut quand même se questionner. Je disais qu'il y avait j'ai parlé plus d'indicateurs de processus, donc qui vont refléter des choses, des pratiques directement que les infirmières ou les médecins ou peu importe les professionnels font. Donc, ça peut être, par exemple, à partir, si on a, dossier électronique des interventions qui vont avoir fait, c'est ça, une prescription, soutien aux autosoins, évaluation, gestion de la douleur, des choses comme ça. Ça, c'est des indicateurs idéaux. Par contre, si on a seulement accès à des indicateurs de résultats, disons, idéalement, que ça ne couvre pas déjà que ça soit proche de l'équipe qui est concernée ou du professionnel. Donc, ça ne concerne pas, par exemple, un hôpital au complet. Par exemple, des fois, on voit le taux d'infection, le taux de réadmission alors que c'est très large, mais ça, c'est beaucoup plus... Parce que l'idée est toujours de penser que est-ce que le professionnel va être capable de retrouver sa propre pratique à travers cet indicateur-là. Donc, quand c'est vraiment trop loin, puis que à ce moment-là, c'est ça se prête moins à l'audit feedback. Donc, moi, à ce stade-ci, je dirais que mettre les ressources dans tout le processus de rétroaction pour des indicateurs qui ne concernent pas directement les pratiques, il n'y a pas assez de données qui démontrent la plus-value de faire ça, là. Donc, c'est ça, avoir vraiment des indicateurs qu'on est capable de lier directement aux pratiques, c'est un enjeu assez clé de l'utilisation de l'audit feedback. Merci beaucoup. Donc, toujours avoir ce questionnement-là en tête. Donc, est-ce que le professionnel peut avoir un impact assez direct sur l'indicateur qu'on lui présente puis qu'on décide justement de mesurer? Exact. Oui, exact. Madame Dufault, pour votre présentation aujourd'hui. Merci également pour toutes vos réponses à nos questions.
Comme je le mentionnais, l'enregistrement de la présentation va être ajouté sur notre site Internet dans les prochaines heures. Vous allez pouvoir le revisionner gratuitement et à votre guise, donc au www.risig.com. Sur notre site Internet, vous pouvez également vous inscrire à nos prochaines activités à venir. Donc, notre prochain webinaire aura lieu mercredi le 5 juin, donc dans une semaine exactement, de midi à 13h, et il sera animé par Mme Décline Nguyen, qui est étudiante au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et qui va venir nous parler des revues systématiques rapides. Donc, merci encore une fois à vous, Mme Dufour, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à toutes les personnes participantes. Et pour la plupart, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un nouveau webinaire du RISIC. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye.